Bonsoir à tous. Donc je vous souhaite à tous, au nom des élus qui n'ont pas pu être présents ce soir, la bienvenue pour notre papotine sur le thème de l'autorité. Je vais passer la parole à Sylvie et je vous souhaite une bonne soirée. Je m'appelle Sylvie Hay, je suis de formation éducatrice de jeunes enfants, je fais partie des dinosaures maintenant, je suis diplômée depuis 1992. J'ai travaillé pendant 10 ans sur le terrain et depuis 2001 maintenant, je suis dans le champ de la formation et du conseil. Et Véronique, ça fait quelques années maintenant que l'on se connaît. On ne va plus compter, hein, on va éviter. Voilà, et donc comme j'étais pour la journée sur la Baule avec le multi-accueil, eh bien Véronique en a profité pour se dire, après tout, on va la garder pour la soirée et elle va venir faire un truc au niveau des papotines. Donc, quand j'ai vu le titre Papotine Bauloise, alors vous allez voir, ça ne va pas être du tout une conférence. Hein. Moi, je suis beaucoup plus dans l'échange avec vous. C'est-à-dire que je pense que si vous êtes sortis ce soir et que si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que vous avez plein de questions à poser. Donc on va partir de vos questionnements, on va partir des exemples que vous donnerez et puis je tirerai le fil. Quelques précisions me concernant. Je n'ai aucune gestion de l'heure. Voilà. Donc c'est Véronique qui me donnera les indications pour les horaires. Sauf qu'en plus, sans être de mauvaise foi, des fois je n'entends pas. C'est-à-dire que l'heure, c'est vraiment pas mon affaire. Donc bien évidemment que vous pourrez relayer en disant « Maintenant Sylvie, au revoir, je m'en vais. Il est minuit. » Non, tu plaisantes. La deuxième des choses, c'est que je fonctionne avec de l'humour. Je me dis que vous êtes venu ici, que vous n'êtes pas venu ici pour vous dire on va passer une soirée un peu sinistre. Donc j'ai l'habitude de plutôt être dans un humour un peu particulier, de la dérision. Hein. Donc s'il y en a parmi vous qui sont embêtés, vous avez le droit de me le dire aussi. Vous avez le devoir de me dire « Sylvie, tu pousses le bouchon un peu loin quand même ». On pourra se vous voyer aussi. Hein. Vous pouvez me dire avec vous, j'accepterai aussi. Il y aura de la documentation pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir de la documentation complémentaire. J'en transmettrai à Véronique et donc vous pourrez envoyer un mail à Véronique en lui disant Sylvie, elle a dit que, est-ce que vous pouvez m'envoyer de la documentation complémentaire? Et ça sera avec plaisir. Voilà. Que vous dire de plus? Que ça va être filmé et que bien évidemment vous pourrez me revoir dans votre petit écran autant que vous le voulez. Quel plaisir pour vous. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire me concernant. Alors vous allez voir quand même par rapport à cette histoire d'autorité bienveillante, je m'inspire beaucoup des courants québécois où on est à la fois sur de l'autorité, la nécessité du cadre et puis aussi comment on le pose de façon bienveillante. Mais la nécessité du cadre, puisque des fois en France, j'ai l'habitude de dire, quand on parle d'éducation bienveillante en France, des fois on a juste oublié qu'il y avait la nécessité du cadre. Donc je vais juste commencer par vous faire un petit schéma, mais je vais attendre que les deux personnes arrivent, parce que tant qu'à faire, je vais faire le petit schéma avec elles. Je vais vous faire un petit schéma sur poser l'autorité, c'est quoi? Et la poser de façon bienveillante, c'est quoi? Et puis après, très rapidement, on partira sur vos questions, sur vos exemples, sur vos interrogations, et on déroulera le fil ensemble, et voilà, et on fera les choses de façon très simple. Donc je vais commencer par vous faire un petit schéma. En fait, c'est un schéma qui m'a été fait il y a très 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 longtemps par une collègue qui était aussi dans la formation, et qui travaillait, alors à l'époque je travaillais dans une ville qui s'appelle Châteauroux, que vous connaissez peut-être même si elle est très très loin d'ici, dans l'Indre. Hein. C'est pas la ville qui fait le plus rêver, Châteauroux, mais voilà, j'y étais. J'étais responsable pédagogique de la formation des assistantes maternelles et des assistants familiaux, et j'avais une collègue, Françoise, qui travaillait à mi-temps avec moi, et à mi-temps, elle travaillait pour des associations qui intervenait dans le lien père-enfant en prison. C'est important parce qu'en fait, quand elle m'a fait ce schéma, je me suis dit, mais ce schéma, il s'applique aux pères qui sont en prison, mais il s'applique aux enfants quand ils sont comme ça. Voilà.
Et ce schéma, c'était le suivant. Elle m'a dit, et depuis, en fait, il y a plein de courants de pensée qui disent ça, elle m'a dit, pour que quelqu'un aille bien dans ses pompes, il faut qu'il ait un cadre explicite. Donc ça, c'est le cadre explicite. Alors, le plus difficile, en fait, en famille, par exemple, c'est de se mettre d'accord là-dessus. Puisque je suis la maman. Alors, dans mon histoire, c'est toujours le père qui aura les mauvais rôles. C'est comme ça, voilà. Tant pis pour les hommes qui sont présents. Je suis la maman. Je trouve que c'est hyper important que mon enfant qui a 4 ans passe très très peu de temps devant les écrans. En plus, je suis éduque de jeunes enfants, je sais de quoi je parle quand même. Donc, mon enfant de 4 ans, il a le droit à 2 dessins animés très courts, avec une durée à peu près de 20 minutes grand maximum. 20 minutes, pas plus. On s'est mis d'accord avec le papa. Sauf que le papa, il aime beaucoup les écrans, lui-même. Donc il a souvent son téléphone portable à la main, il a souvent sa tablette ou il a souvent son ordinateur aussi. Ah ouais, exemplarité, hein. Et de temps en temps, et il a un petit peu de mal à décrocher, et de temps en temps, quand il est tout seul avec notre enfant, notre fils, qui a 4 ans, il laisse un tout petit peu déborder quand même. Alors moi, je passe beaucoup de temps à essayer de faire respecter ce cadre, et mon conjoint n'arrête pas de laisser mon enfant faire ça. Toquer dans le cadre, parce que ça, vos enfants, c'est leur boulot. Enfin, vos enfants et les enfants que vous accueillez, c'est leur boulot. Ils viennent toquer dans le cadre. Ils viennent regarder si l'adulte est fiable, s'il est digne de confiance. Sauf que il a repéré qu'en fait, il y avait une faille. Alors, il y a une double faille. C'est qu'avec papa, je peux. Mais la deuxième faille, c'est quand je fais ça, de toute façon, papa et maman, ils se disputent. Oh, c'est rigolo, ça. On va voir jusqu'où on va pouvoir aller dans la dispute des parents. Et bien, au fur et à mesure, ça fait ça. C'est-à-dire que quand il y a des difficultés au niveau de l'autorité, l'enfant il va s'inscrire dans une espèce de grosse nébuleuse, là, qui va faire que de toute façon, il ira toujours plus loin, toujours, jusqu'à ce qu'il rencontre le mur. Donc, juste pour finir mon histoire avec Françoise, mon ancienne collègue, elle disait, en fait, les jeunes qu'elle rencontrait, les jeunes pères qu'elle rencontrait, lui expliquaient ça, ils lui disaient, tu sais Françoise, le fait d'être en prison, alors je ne dis pas que vos enfants, parce que vous manquez d'autorité de temps en temps, vont aller en prison, hein, je ne voudrais pas faire ce raccourci, mais parce que ces jeunes-là, parce qu'ils avaient manqué cruellement de cadre explicite, ils étaient allés très, 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 très loin. Et en fait, ils étaient presque ravis pour certains d'être en prison. Ils disaient, en fait, ça me sécurise. Maintenant que je suis en prison, je sais que là, il y a un cadre. Et en même temps, ils disaient, tu sais Françoise, dès que je vais ressortir, il n'y aura plus de cadre, je vais re-rentrer là-dedans, je vais faire des conneries. Oui, je ne vous ai pas dit, mais je dis des gros mots de temps en temps. Je vais faire des conneries et retour à la case départ, je reviendrai en prison. Alors, je ne dis pas, encore une fois, je ne dis pas que vos enfants vont aller en prison parce que vous ne posez pas le cadre. Mais par contre, vos enfants, ils iront toujours plus loin, toujours plus loin, parce qu'il faut bien qu'ils voient si les adultes sont en capacité de faire preuve d'autorité. Et s'ils ne sont pas en capacité, ça ne fonctionne pas. Et le deuxième dessin, alors vous allez voir, je fais beaucoup de dessins. J'ai des jolis crayons, alors je m'en sers. Le deuxième dessin, c'est un dessin qui est très québécois dans l'âme. En fait, les Québécois disent qu'il faut un juste équilibre, c'est une balance.
Il faut un juste équilibre dans la vie d'un enfant entre la sécurité affective et la sécurité affective, entre autres, c'est l'attention qu'on porte aux enfants et le cadre, c'est-à-dire l'autorité. Si l'enfant il a trop d'attention, il y a des enfants qui ont trop d'attention, hein. Tout est centré sur eux. Si l'enfant il a trop d'attention, ça ne fonctionne pas, et pas suffisamment d'autorité, ça ne fonctionne pas. S'il a trop d'autorité, c'est-à-dire que si le cadre est trop petit et qu'il n'a pas assez d'attention, ça ne fonctionne pas non plus. L'idée, c'est vraiment, alors l'idée de la soirée, c'est vraiment comment on arrive à un juste équilibre entre les deux. Et ce juste équilibre, il passe par là et par là. Voilà, je vous laisse la parole. Alors moi je suis une maman d'une toute petite fille qui a 10 mois maintenant. Ma fille va à la crèche, mais elle va aller à l'école. J'ai mes parents qui s'occupent d'elle, mes beaux-parents, et je vois déjà dès maintenant à 10 mois que mes beaux-parents ont des limites tout à fait autres que les miennes. Mes beaux-parents s'occupent des neveux-nièces et dont une petite fille qui a 3 ans qui est vraiment dans une période difficile. Et je vois que quand elle dit non, c'est toujours le mensonge qui la sort de cette impasse. Donc en fait, exemple typique, ils sont allés à la plage la semaine dernière, la petite fille ne voulait pas monter les escaliers, elle voulait être portée. Et donc ma belle-maman lui dit non, c'est pas possible. Oh, tu as vu un écureuil? Elle dit non, un écureuil où? Et puis elle fait 3 marches, oh regarde, je l'ai vu bouger. Et en fait, pour moi, c'est pas de l'autorité. Donc est-ce que je suis dans le vrai? Et dans ces cas-là, quel est vraiment le moyen de sortir une petite fille qui ne sait pas gérer ses émotions, qui se met à exploser pour essayer de lui faire entendre raison. Par rapport à votre première question, je pense que ce qui est important quand l'enfant va dans plusieurs lieux, c'est que l'enfant intègre qui fait autorité dans le lieu où il est. J'ai travaillé en structure d'accueil collectif. Donc si votre petite fille, si vous étiez venu dans le lieu où, alors c'était loin, hein, donc vous aurez fait de la route, mais si vous étiez venu dans le lieu où j'étais, quand je vous aurais présenté ce lieu, systématiquement, je vous aurais dit, à partir du moment où vous allez mettre le pied, ou plutôt votre enfant va mettre le pied dans la structure, jusqu'au moment où il sortira de cette structure, c'est l'équipe et moi qui vais faire autorité. Voilà. Parce que, alors je disais souvent aux parents, je ne vais pas vous demander d'apprendre les règles du lieu par cœur. Voilà, je ne vais pas vous fournir un petit truc qui dit qu'on peut utiliser le toboggan de telle ou telle façon, par exemple. Ça va être fastidieux pour vous. Et je ne vais pas non plus vous demander de faire autorité alors que vous allez retrouver votre enfant et que le truc, c'est de le retrouver dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire pas pour vous fâcher après lui remonter les bretelles ou quoi que ce soit. Ça, c'était la première chose. Et puis surtout, pour pas qu'il y ait de faille, pour pas qu'il y ait ça. Parce qu'autrement, ça donne quoi? Vous voulez bien venir vous mettre là ou pas? Vous avez le droit de dire ou pas. Et je prendrai quelqu'un d'autre. Ça fait peur à tout le monde, hein. Prochaine, c'est pour vous. Oui, c'est ça. Ouais, moi, j'aime bien faire venir les gens ici, je me sens moins seule. Vous êtes la maman. Comment s'appelle votre petite fille? Suzanne. Suzanne. Vous venez chercher Suzanne à la crèche. Suzanne, elle fait un truc qu'elle n'a pas le droit de faire habituellement. Elle monte sur les tables. D'habitude, elle n'a pas le droit de le faire dans ce lieu-là. Mais quand même, elle veut vérifier s'il y en a une de nous qui va intervenir. Sauf que moi, j'attends que... C'est quoi votre prénom? Florence. J'attends que Florence, elle intervienne. Donc dans ma tête, ça fait voilà, voilà, voilà. Elle va intervenir ou pas? Sauf que Florence, de son côté, ça fait
C'est pas comme ça que j'ai envie de retrouver ma fille, c'est pas comme ça. Enfin, puis elle connaît pas la règle, elle sait pas si elle a le droit ou pas de monter sur les tables, parce que peut-être qu'à la maison, elle a le droit de monter sur la table du salon. Donc dans sa tête, ça fait est-ce que j'interviens, est-ce que j'interviens pas. Et on est côte à côte. Et il y a Suzanne là qui va allègrement non seulement monter sur la table, se mettre debout sur la table et faire des trucs comme ça, se mettre au bord de la table en se disant mais quand est-ce qu'elles vont intervenir? Eh bien ouais, c'est simplement parce qu'il y a une faille. Eh bien votre petite fille, comme elle est très intelligente, eh ben elle a tout compris des adultes, elle se glisse dans la faille et elle y va. Merci. Ce n'est pas trop difficile, ça va. Eh bien, c'est pareil dans la vie privée. C'est-à-dire qu'il faut juste que vous vous mettiez d'accord. Quand elle est chez mamie et papy, ou je ne sais pas comment elle les appelle, eh bien, c'est eux qui vont faire preuve d'autorité. C'est-à-dire qu'elle a le droit d'aller manger un truc au chocolat sur leur beau canapé en cuir blanc. Ce n'est pas votre affaire. Après, ça sera eux qui le nettoieront. Mais ce n'est pas votre affaire. Après tout, c'est leurs règles. Donc, mais il faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord sur, moi, quand je vous la confie, ce sont vos règles qui s'appliquent. Et quand je suis chez vous, j'accepte que ce soit vos règles qui s'appliquent. Et par contre, quand ils viennent chez vous, c'est chez vous. Donc, ce sont vos règles qui s'appliquent. Alors, pour ma part, je fais ça quand je reçois des gens avec des enfants. Vous allez vous dire que je suis très bizarre, mais je mets les enfants devant moi. Mais vraiment, hein, je mets les enfants devant moi et puis je leur explique la vie. C'est-à-dire que je leur dis les 2-3 règles qu'il va y avoir à la maison. Je leur dis voilà, il est permis de faire ça, il est permis de faire ça, il est permis de faire ça, il est interdit de faire ça, il est interdit de faire ça, il est interdit de faire ça. Et à peu près sur ce ton-là quand je dis l'interdit. Et après... tous les adultes ont la paix. Et je dis aussi aux parents, si à un moment j'ai besoin il y a un non-respect des règles, restez bien, profitez, vous êtes mes invités, j'irai régler le truc. Mais en général, je n'ai même pas besoin de régler le truc, parce que les enfants savent qu'ils ont plus à gagner en respectant les règles, et beaucoup à perdre s'ils ne respectent pas les règles. Ils ne reviendront plus jamais chez moi. C'est comme ça que je les tiens. Non, mais c'est se mettre d'accord sur le cadre, mais se mettre d'accord aussi sur qui fait appliquer le cadre. Alors bien sûr, ce n'est pas que vous, hein, c'est votre conjoint aussi, quoi. C'est parce que vous vivez tous les deux. Voilà, donc c'est vos règles à vous. Et les autres, ils n'ont pas à intervenir. Et pareil, quand vous allez à la crèche, maintenant, vous pouvez dire aux personnes de la crèche, moi, je n'interviendrai plus maintenant. À l'intérieur du cadre explicite, il y a ce qu'on appelle le cadre implicite. Le cadre implicite, en fait, c'est la marge de manœuvre des enfants. C'est important que le cadre ne soit pas trop serré. C'est important de leur faire confiance. Je vais vous prendre un truc tout bête avec des jeunes enfants. Quel âge ont vos enfants ? 3 ans. 3 ans. Vous êtes à la Baule ? Oui. Donc vous allez à la plage régulièrement ? Oui. Bon. Vous êtes sur la plage. Comment s'appelle votre enfant ? Alana. Alana, une petite fille. Alana, elle est sur la plage avec vous. Vous lui dites, voilà, tu peux t'éloigner. Par contre, je te demande, voilà, vous allez lui donner des indications quant à l'éloignement. C'est là qu'il faut tenir le coup après. C'est-à-dire que si elle va trop loin, quand vous allez la récupérer, c'est si tu t'éloignes trop, si la règle est non respectée, eh bien, ça sera que autour de maman que tu auras le droit de jouer. Et là, c'est là où... Mais je n'en veux pas du tout aux parents, hein, parce que c'est vraiment, en tant que parent, je pense que c'est là le plus difficile. C'est-à-dire que Alana, en fait, elle va s'asseoir à côté de vous sur le sable et elle va commencer à pleurer. Et vous avez un cœur de maman. Donc, au bout d'un moment, vous allez vous dire, ouais, mais quand même.
Puis elle va surtout faire... en vous regardant, en vous disant « je referai plus, je referai plus ». Je t'avais prévenu, pour aujourd'hui, c'est ici. La prochaine fois, c'est toi qui me diras si tu es en capacité de respecter la règle. Oui, parce que c'est très très important en fait chez les enfants de les associer, de se dire qu'ils sont en capacité de coopérer. Et si tu es en capacité de respecter la règle, c'est toi qui me diras la prochaine fois. Et votre petite fille, quand elle vous le dira, elle y croira, elle n'ira pas très loin. Par contre, si vous lui dites un truc, vous lui dites, voilà, je te demande de ne pas t'éloigner plus que ça. Alors après, il faut des repères visuels, voilà, une zone. Parce qu'un nombre de mètres, ça ne lui parle pas, elle n'a que 3 ans. Elle s'éloigne. Vous allez la chercher et elle s'aperçoit qu'elle peut le refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois et que maman ira toujours la chercher en lui disant « Alana, tu exagères ». Et ça ne fonctionne plus. Parce qu'elle sait très bien que la règle, ce n'est pas la règle. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on décide en tant que parent au niveau des règles. Il faut que vous soyez en capacité, puis en tant que professionnel, c'est exactement la même chose, il faut que vous soyez en capacité de faire appliquer la règle. Parce que si vous n'êtes pas en capacité de faire appliquer la règle, c'est fichu. Ils n'y croient plus. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont 2 enfants, un enfant qui a à peu près 6 ans et un enfant qui a à peu près une dizaine d'années? Comment vous vous appelez? Catherine. Catherine. Comment s'appellent vos petits-enfants? Alors, Lucas et Mathis. Lucas et Mathis. On va imaginer Lucas, c'est le plus grand? C'est le plus petit. C'est le plus petit. Donc on va imaginer Mathis. Il a quel âge Mathis? 10 ans. Mathis, en fait, il a attendu ses 10 ans pour pouvoir regarder un truc à la télé. Il aime quoi comme truc à la télé? Le sport, il aime? Non, les super-héros. Les super-héros. Il a attendu 10 ans pour regarder un truc à la télé de bout en bout. Ou pour faire quelque chose qu'il attendait vraiment avec beaucoup d'impatience. Il l'a fait. Sauf que, on va prendre le truc à la télé parce que c'est hyper facile, vous allez vous voir en situation pour certains. Il est venu chez, il vous appelle Mamie? Manu. Il est venu chez Manu, Manu lui a dit, ils sont venus tous les deux, Manu leur a dit, oui, ce soir, Mathis, c'est ça le plus grand, ce soir Mathis, tu pourras regarder la télé jusqu'à telle heure. Par contre, le plus petit, Lucas, lui, il ne peut pas, il a que 6 ans. Sauf que Lucas, il fait quoi? Parce que Lucas, c'est un malin, Lucas. Donc Lucas, il va se coucher, mais en grognant, en disant « Oui, mais c'est pas juste, parce que de toute façon, c'est toujours Mathis qui a le droit, et puis moi, je n'ai pas jamais le droit, et puis je peux pas, et puis... Hein. » Sa grand-mère, qui est quelqu'un d'hyper fiable quand même, elle lui dit « Non, c'est ça la règle, ton frère a attendu ses 10 ans, toi, tu attendras aussi tes 10 ans. » Sauf que Lucas, il a 3 fois envie de boire. 4 fois envie de faire pipi. Ouais, il a une petite vessie, Lucas. Il y a un monstre sous le lit. Il y a un truc qui ne va pas, il a mal au ventre. Manu, c'est ça? Sa Manu, elle lui dit, bon, écoute, c'est bon, tu te mets à côté de moi sur le canapé. À la pub, tu remonteras te coucher. C'était sur la 2. Il n'y a pas de pub. Puis même s'il y avait eu une pub, il est suffisamment astucieux, Lucas, pour se mettre sous la couette, se coller à sa Manu, se faire oublier, mais en même temps tenir chaud au niveau de sa Manu, faire en sorte que la dimension affective elle soit telle que sa Manu, elle ne peut pas l'emmener jusque dans la chambre, c'est pas possible. Et voilà, c'est fichu.
Mais, et je vais aller jusqu'au bout. Et le grand, lui, Mathis, qui a attendu ses 10 ans, eh bien, toute sa vie, il va reprocher à ses parents ou à sa grand-mère, mais toute sa vie, il va dire de toute façon, avec le plus petit, il a eu tous les droits, le plus petit. Il a tout pu faire avant les autres. J'ai 55 ans. Oh, j'aurais pas dû le dire, c'est enregistré. J'ai 55 ans. Je suis la plus petite. Toute ma vie, je me suis entendue reprocher de « oui, mais toi, tu as eu le droit de faire tout ce que tu voulais avant nous ». Eh bien oui, parce que d'abord, j'étais beaucoup plus jolie que les autres. Et que je savais très très bien faire un truc, c'était... et c'était irrésistible. Voilà. Mais voilà, c'est ça, ça vous est arrivé, je crois, à certains, hein, de vous dire, là, on se fait avoir pour le plus petit. Mais le plus petit, il va intégrer... Alors, dans cette histoire, en fait, le plus petit, il va intégrer qu'en fait, l'autorité, c'est du pipeau, que la limite, c'est du pipeau, que de toute façon, on peut tout avoir si on sait y faire. Et le plus grand, il va intégrer l'injustice. Voilà. Et ça va devenir un Calimero. C'est pas la peine, par exemple, de promettre au grand que le petit va aller se coucher si on n'est pas en capacité de tenir ça. Mais c'est pas si grave que ça si on n'est pas en capacité de tenir ça. C'est juste qu'il ne faut pas dire avant, c'est la règle. Parce que si la règle, elle ne s'applique pas, on a dit une grosse bêtise, quoi. Et puis après, c'est une construction. Alors, je vais vous emmener au Québec. Il y en a qui sont allés au Québec dans cette salle? Ouais. Vous êtes allés au Québec. Vous avez dû vivre des trucs assez extraordinaires au Québec. Parce que la première fois... Ouais, mais moi j'adore parce qu'en fait, c'est la sécurité. Mais comme ça, ils peuvent avoir beaucoup d'autonomie et en même temps, la sécurité, elle est là, elle est présente. Et donc, ça évite qu'on soit tout le temps en train de leur dire lâche pas ma main, fais pas ci ou fais pas ça. Au Québec, le premier voyage que j'ai fait, je suis française, hein, donc j'ai traversé en dehors des passages piétons. Il n'y avait pas de voiture à droite, il n'y avait pas de voiture à gauche. Je me suis dit, allez, tu traverses. Et de l'autre côté, il y a un monsieur costume-cravate qui s'est arrêté avec son mug de café à la main. Je me suis dit, ça y est, c'est encore mon charme qui opère. Non, il ne faut pas exagérer. Puis qui me regardait et qui m'attendait. Je voyais bien qu'il m'attendait, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut? Je ne pourrais pas le renseigner, moi, je ne suis pas de Montréal. Hein. Donc j'arrive de l'autre côté, il me dit bonjour, je lui dis bonjour. Il a entendu mon accent français. Je ne comprends pas, voilà. Donc, il m'a dit, ah, vous êtes française? Oui. Et il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, je voulais juste vous dire, vous avez traversé en dehors du passage piéton, ici c'est interdit. Il est important de traverser sur le passage piéton. Maintenant, je vous le dis, et je vous dis aussi, s'il y avait eu la police, vous auriez eu une très forte amende. Et vous faites ce que vous voulez. Et il est parti en me disant au revoir. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui t'a pris? Alors que le passage piéton était à 50 mètres. Hein. Qu'est-ce qui t'a pris juste pour gagner 50 mètres de passer hors des clous? Eh bien ça fait partie des règles. Mais comme une des règles majeures là-bas, c'est pour monter dans le bus, on attend son tour. C'est-à-dire que si monsieur est le premier arrivé, c'est quoi votre prénom? Eric. Eric. Si Eric est le premier arrivé, Valérie, deuxième arrivée, Florence, troisième arrivée, et moi la quatrième arrivée, je ne peux pas doubler, je ne peux pas vous doubler. Sinon, il y aura quelqu'un qui me tapera sur l'épaule en me disant « Monsieur était le premier ». C'est important de le laisser passer. Mais ça, c'est pas comparable. Ça fait partie des règles. Ça fait partie des règles. Parce que je ne me sens pas impolie quand je passe devant tout le monde. Dans le métro à Paris, si vous ne passez pas devant tout le monde, vous ne prendrez jamais le métro. Hein. Il passera. C'est ça.
Mais ça fait partie, en fait, il y a plein de règles que vous respectez et que vous faites respecter aux enfants, mais qui pour vous ne sont pas forcément des règles parce qu'elles sont complètement intégrées. Et puis il y a des choses où ça ne vous parle pas. Et c'est pour ça, tout à l'heure, Florence disait, j'ai bien compris que c'était à moi de construire les règles. Ben oui, parce qu'on a tous des cadres, des règles qui sont différents. Par exemple, pour moi, c'est tout bête, mais les enfants ne montent pas sur les tables où ensuite ils vont manger, mais c'est ma règle. Et si Catherine, par exemple, qui travaille au multi-accueil, décide avec l'équipe du multi-accueil que les enfants ont le droit de monter sur les tables, ben, je ne vais pas lui dire « mais non, mais c'est n'importe quoi, Catherine ». Enfin, si, je leur dirai, mais voilà. Mais après, elles feront bien ce qu'elles voudront, parce que c'est l'équipe, enfin, chacun a ses règles, et chaque maison ou chaque lieu, quand les enfants sont accueillis, ou chaque assistante maternelle a des règles qui leur appartiennent. Et il n'y a pas une règle, hormis, à mon avis, la règle autour de se respecter et respecter les autres. Et donc, on ne frappe pas les autres, hein, on les insulte pas non plus. Autrement, il n'y a pas de règle absolue. Ouais, par exemple, le matin, mon enfant ne veut pas s'habiller tout seul alors qu'il a 4 ans et 9 mois, donc il a largement... voilà. Et il veut toujours se faire aider. Donc je l'ai peut-être aidé beaucoup avant et du coup, maintenant, il a encore envie de se faire aider. Et moi, ça me rend malade parce que je vois des enfants qui ont 1 an de moins que lui et qui arrivent très bien tout seuls, etc. Et à chaque fois que j'essaye de lui dire, non, tu fais tout seul, enfin, faut que je me mette dans tous mes états pour qu'il le fasse tout seul. Donc je ne sais pas comment faire respecter ma règle qui est d'être enfin un peu indépendant à son âge, quoi, parce qu'il sait le faire, je le sais. Voilà. Manger aussi tout seul, il sait le faire, mais il veut toujours mon aide aussi. Et puis la deuxième chose qui me pose souci avec lui, attendez, je l'avais noté pour pas l'oublier. À chaque fois qu'on faisait une activité, bon, il n'y avait même pas de oui ou de non, et en fait il suivait. Depuis qu'il a 4 ans maintenant, c'est non. Non, 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 non. Donc il me fait une crise de larmes à chaque fois que il veut pas faire quelque chose. Et il sait très bien que je supporte pas les crises de larmes. donc il pousse encore plus le bouchon. Et donc comment faire pour éviter ces crises de larmes et quand même lui faire le truc sans que ça dure une demi-heure avant qu'il bouge avec moi, quoi. Ouais. Il a trouvé votre faille. Hein. Oui. Alors, j'ai une petite phrase que je dis à peu près tout le temps aux professionnels quand je travaille avec les équipes, par exemple, ou aux assistantes maternelles, quand je travaille avec les RPE, les relais petite enfance. Il est nécessaire d'être convaincu pour être convaincant. Quand j'étais sur le terrain, j'avais une collègue qui faisait ça. Isabelle, je la nomme parce que ça m'amusait. Elle partait des fois avec un enfant dans les bras, en me regardant désespérée et en me disant « il ne va pas dormir avec moi ». Oui. Elle revenait 5 à 10 minutes plus tard, hein, avec l'enfant dans les bras, qui ne dormait pas, mais parce qu'elle-même, elle était convaincue que de toute façon, elle n'y arriverait pas. Et il a trouvé la faille. Il sait que vous n'aimez pas quand il pleure. Il pleure. Une fois, prendre sur vous. Enfin, prendre sur vous. Une fois, vous dire, je le fais pas pour moi, je le fais pour lui. Je reprends mon casque anti-bruit que j'avais acheté pour quand il était bébé. Ouais, ou de lui dire aussi, quoi que tu fasses, quoi que tu dises. Comment il s'appelle ? Leto, c'est ça ? Leto, bien évidemment, tu peux pleurer, tu peux dire ton désaccord, tu peux faire tout ce que tu veux. La règle, c'est ça, c'est ça. Parce que j'ai été à une soirée avec Sylvie et qu'elle m'a dit de faire ça. Oui, ouais. Vous pouvez rajouter. Oui, vous pouvez lui dire. Sylvie, elle a dit. Alors, c'est pas moi, c'est Sylvie. Mais c'est la même chose sur le sommeil, par exemple, le sommeil des enfants. Oui,
Non, mais le sommeil des enfants, c'est pareil. Hein. C'est pour ça qu'il y a des assistantes maternelles, par exemple, qui n'ont pas du tout de difficulté avec les enfants qu'elles accueillent. Et le parent va dire, oh là là, moi, il ne veut jamais faire ceci ou faire cela. Oh, j'y arrive pas. En même temps, les enfants les aiment bien, mais elles les aiment pas. Enfin, voilà, c'est vous, malheureusement pour vous, vous aimez votre enfant. Aimez-le pas, enfin, arrêtez de l'aimer, ça ira mieux. Non. Les assistants maternels n'aiment pas les enfants. Si, mais vous les aimez bien. Vous les aimez bien. C'est la petite subtilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la dimension affective comme avec vous avez des enfants. Ouais, voilà. Voilà. Y a une dimension affective, mais qui n'est pas du tout de la même nature. C'est-à-dire que vous les aimez bien. Mais quand ils partiront au bout de 3 ans, vous serez aussi content qu'ils partent et vous serez aussi content qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Voilà. Vous serez content de les revoir éventuellement. Oui, c'est ça, quand même. Mais ça n'a pas de... Si vous avez des enfants, par exemple, ce n'est pas la même nature d'amour, d'affection. Donc, vous pouvez leur faire manger des brocolis. Eh bien, Florence, elle n'arrive pas... Non, elle est trop petite. Je n'ai plus votre prénom. Olivia, elle n'arrive pas à faire manger des brocolis à l'étau. Si, ça va, voilà. Mais il y a des trucs qu'elle n'arrive pas à faire, mais que vous, en tant que parents, vous n'arriviez pas à faire avec vos propres enfants. Hein. Enfin, c'est normal. En même temps, s'ils ne vous ont pas embêté, c'est pas... fallait bien qu'ils aillent gratter pour voir si vous les aimiez inconditionnellement, sans aucune condition. Rien, pas de condition. Quoi que je fasse, je peux me rouler par terre, je peux refuser, je peux me cramponner dans la rue au pantalon de maman en hurlant. Eh bien, je vais acquérir, et c'est hyper important à 4 ans, il n'est pas encore là-dedans, il est en pleine acquisition de quoi que je fasse, quoi que je dise, ma mère ne m'abandonnera jamais et elle m'aimera toujours. Et je peux me rouler, elle m'aimera. Alors, il y a un petit truc qui s'appelle... Vous pouvez tenter. Il y a un petit truc qui s'appelle... Je prends une autre couleur, parce que c'est important, les couleurs. Alors, je ne sais jamais dans quel sens ça va, si c'est time-timer ou timer-time. Ça doit être timer-time, je crois. C'est un outil en fait qui a été développé. Alors ça a été développé à l'origine dans le champ du handicap, mais enfin on peut s'en servir. C'est pas du tout. Votre enfant ne présente aucun handicap. C'est un petit outil qui est comme ça. C'est un espèce de gros truc avec un cadran. Ça représente 1 heure le cadran. Et donc par exemple, vous pouvez lui dire voilà l'étau, c'est ça. Hein, l'étau, tu as 15 minutes pour t'habiller. Et vous mettez le timer en fonctionnement. Il a 15 minutes pour s'habiller. Il peut faire ce qu'il veut pourvu que dans les 15 minutes, il soit habillé. Au fur et à mesure, la zone noire, tout ça c'est en noir en fait. Au fur et à mesure que le temps passe, la zone noire va faire disparaître la zone rouge. Et les enfants, alors ça marche très bien si certaines et certains d'entre vous ont quelques difficultés au niveau télé par exemple. Ça fonctionne super bien au niveau de la télé. Les enfants en fait vont mettre, et puis par exemple s'ils ont 20 minutes, ils vont très très vite repérer. À 4 ans, ils repèrent très vite, mais il y a des enfants plus jeunes qui vont repérer très vite. S'ils ont comme ça de télé, ils vont mettre comme ça de télé. Et alors c'est miraculeux, les parents me disent, en fait à la fin du truc, quand ça a sonné et que tout avait disparu, ils ont pris la télécommande, ils ont éteint la télé et ils sont venus à table. Manger les brocolis. Et en plus, ils ont mangé les brocolis, dis donc. Voilà. Donc ça vaut le coup parce que, en fait, il ne se repère pas dans le temps encore. Il n'a que 4 ans. Et vous, le matin, vous êtes pressé. Mais oui, parce qu'en fait, ils s'inscrivent dans la notion de temps. Donc, quand on s'inscrit dans la notion de temps, on sait qu'au bout de tant de temps, il faut que j'ai fait ça. Et ça évite aux parents d'être derrière l'enfant en disant «
Leto, dépêche-toi, dépêche-toi, ça va être l'école bientôt. Allez, habille-toi, Leto. Allez, va te laver les dents, Leto. Parce que le matin, quand on commence, moi je dis toujours, si j'avais quelqu'un derrière moi qui me disait sans arrêt, allez Sylvie, dépêche-toi Sylvie, ça me mettrait de mauvaise humeur. Et bien ça, vous n'avez plus besoin de lui dire, puisqu'il devient acteur de ce temps-là. C'est-à-dire que d'un seul coup, il sait que pour s'habiller, il y a ça. Que pour manger, on va le remettre en fonctionnement. Le temps qu'il s'inscrive dans le temps. Et puis maintenant, votre enfant, il n'en a plus besoin, parce que ça y est, il est calé. Mais sans le maltraiter ni rien. Hein. En lui disant, bah, écoute, là maintenant, il est le temps de partir. Je n'ai aucune envie de me fâcher avec toi. J'ai envie que l'on passe, toi comme moi, une très belle journée. Donc, ce que je te propose, je mets, si tu veux, je mets tes affaires dans la voiture. C'est toi qui vois. Nous partons à l'école. Il faut juste prévenir la maîtresse. Parce que des fois, l'éducation nationale est moins joueuse que vous. Oui, et puis ça évite à l'enfant de s'entendre dire toutes les 30 secondes « attends, 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 attends ». Ouais, mais attends, voilà. On va faire un truc que moi j'ai besoin de faire et on va faire un truc que toi tu as besoin de faire. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, toi? Et s'il veut buller sur le canapé tout l'après-midi, il peut buller sur le canapé tout l'après-midi. Bon, il ne peut pas regarder 10 heures de télé à la suite. Après, il y a un cadre bien précis. Mais voilà, mais c'est, ok, ça moi j'en ai besoin et ça me fait plaisir. Et bien, en compensation, il y a aussi un truc pour toi qui te fait plaisir. Et on part sur un contrat. Alors si, je voulais juste par rapport à ce que vous disiez, en fait, si vous voulez poser l'autorité et de façon bienveillante, il y a un besoin qu'il est nécessaire de pourvoir avant tout. Mais il y a des gens dans cette salle qui vont dire, de toute façon, Sylvie, elle est obnubilée par ça. Oui, je suis obnubilée par ça. C'est la sécurité affective. Donnez-leur de l'attention. Si vous voulez poser l'autorité sans difficulté ou avec beaucoup moins de difficulté, quand vous rentrez, alors les assistantes maternelles ici présentes savent très bien le faire, la plupart, et je pense que celles qui sont présentes, il y a qui comme assistante maternelle? Voilà. Il y a des trucs que vous faites, mais vous ne savez même pas que vous le faites. Vous faites un truc, je disparais, mais je réapparais. Il y a un truc que vous faites, c'est votre canapé. Il y a un truc que vous faites super bien, c'est vous installer chez vous sur votre canapé pendant que les enfants jouent et leur fichent la paix. Vous faites ça. J'espère que vous vous installez tranquillement et les enfants jouent. Mais les assistantes maternelles qui font ça, pour les parents ici présents, elles font vraiment leur boulot. Hein. Ben oui, de ce côté-ci aussi, il y a de l'assistante maternelle et de l'assistant maternel. J'espère que vous... Voilà. J'espère que vous faites ça. Ce que je vous dis, hein, c'est l'essentiel de votre boulot, c'est-à-dire à un moment s'installer, laisser les enfants jouer et faire en sorte d'être vraiment là, mais sans intervenir dans leur jeu. Hein, ils savent très bien jouer tout seuls. En plus, les adultes, après, les enquiquinent parce que veulent qu'ils jouent de telle ou telle façon, alors qu'ils n'avaient pas prévu ça au départ. Donc, installez-vous sur votre canapé. Et vous pouvez y rester. Et pour les parents ici présents, quand vous rentrez le soir, plutôt que de courir et de vouloir mettre les lessives en route, faire les devoirs, préparer le repas, téléphoner à la belle-mère qui a téléphoné 50 fois avant et qui veut absolument des nouvelles. Non. On s'arrête, on stoppe tout. Et on adopte ce que les Québécois appellent la technique des 20 minutes. C'est quoi la technique des 20 minutes? C'est assez simple.
On va se servir un petit café ou un thé. On arrive sur son canapé, on s'assoit, on dit aux enfants, à l'enfant ou aux enfants que l'on a, je suis complètement disponible pour toi pendant 20 minutes. C'est important les 20 minutes. Pas plus, pas 21. Hein. Non mais c'est important parce qu'il y a des enfants qui vont ramener un jeu de Monopoly. Pour les plus grands, qui vont installer le jeu de Monopoly et puis ils vont vous solliciter pour faire un jeu de Monopoly. Sauf que ça s'arrêtera au bout de 20 minutes, pile poil. Dimanche prochain, vous pourrez jouer au Monopoly toute l'après-midi si vous avez envie, mais ce soir-là, c'est 20 minutes. Et vous allez rester pendant 20 minutes complètement disponible. Et je peux vous assurer que comme vous aurez rempli leurs besoins d'attention, rempli leurs besoins de sécurité affective, ensuite, le cadre, ça passe très facilement. Mais pour ça, il faut juste s'autoriser à s'asseoir et à rien faire. Alors ça fonctionne super bien avec des enfants qui présentent. Moi, je travaille beaucoup ces techniques-là avec des assistants familiaux, donc des familles d'accueil qui accueillent des enfants qui ont des gros troubles de l'attachement pour certains, et qui me disent, la semaine dernière, par exemple, il y a une assistante familiale avec laquelle, qui était en formation avec moi, qui l'a testé le soir, qui accueille 2 petites filles, dont une petite fille qui ne lui laisse aucun répit, aucun. Elle est tout le temps derrière elle, tout le temps à la solliciter. Elle m'a dit, j'ai passé la meilleure soirée depuis le début de l'accueil. Je lui ai dit, maintenant que vous savez ça, faites-le quoi. Mais parce que quand le besoin est rempli, ils n'ont plus besoin de vous solliciter. Et le problème, c'est que souvent, les parents pensent à le faire, mais à l'inverse. C'est-à-dire que vous allez tout gérer l'intendance, vous allez manger, et c'est quand ils iront se coucher que vous allez leur donner le truc qu'ils demandent depuis le départ, quoi. Eh bien, faites le truc qu'ils demandent depuis le départ, et après, vous aurez la paix. Eh bien, votre petit garçon, et après, je reviens aux écureuils. Votre petit garçon, la soirée, ceux qui vont regarder, ils ne vont pas comprendre le truc des écureuils. Votre petit garçon, en fait, donnez-lui ça. Ah bah vous jouerez pendant 20 minutes, mais pas à n'importe quoi. Hein. Mais vous allez voir, il va peut-être même pas vous demander de jouer. Il va venir avec ses petites voitures et il va les rouler devant vous. Et il vous adressera même peut-être pas la parole. Mais pendant 20 minutes, vous n'allez pas bouger. Ça veut dire aussi que vous posez le téléphone portable, vous ne répondez pas au téléphone fixe, si vous en avez encore un. Si votre conjoint vous demande... Il y a une assistante familiale comme ça qui un soir, elle tente ça un soir et elle me dit, il y a mon mari qui est venu me voir en me disant, t'es malade ce soir hein. Ouais. Bah oui, parce que d'habitude, elle bougeait tout le temps. Donc il s'est dit, ça va pas du tout. Enfin, elle lui a dit, non, je t'explique tout à l'heure, quand on ira se coucher, je t'expliquerai tout. Mais il n'y croyait pas, quoi. Voir sa femme installée tranquillement. Et après, il lui a dit, mais j'ai pas compris, parce qu'en fait, les enfants, ils étaient en train de jouer, mais toi, tu étais assise, mais tu faisais rien. Donc elle a été obligée de lui refaire tout le contenu de la formation en lui expliquant que si elle faisait l'essentiel, elle était disponible physiquement et psychiquement pour les enfants. On va imaginer que vous avez un canapé qui fait 2 mètres de long. Certains jours, vous allez être au bord du canapé. Vous êtes assis malencontreusement au bord du canapé. Et vous allez, alors celles qui ont des ados, vous avez ça de temps en temps, ou ceux qui ont des ados, vous avez cet ado qui va venir juste s'asseoir ici. Il a 1,80 m de canapé. Eh ben non, il se colle là. Donc vous dites, bon ça va, j'ai une petite marge, je peux me pousser un petit peu. Eh ben non, il se recolle encore plus. Ben non, il se recolle encore plus. Il fait ce que j'appelle Bernick sur le rocher. Voilà. Et après, il a pris sa dose, il va faire autre chose. Mais ils vont venir vous raconter des trucs. Ils vont venir vérifier que vous êtes bel et bien là, que vous êtes bel et bien disponible, que vous n'êtes pas sur votre téléphone portable.
Ah, c'est dur, hein. Ouais. Bah ouais. Mais ils vont venir vérifier que vous êtes là, vraiment là. Et en fait, c'est ce qui fait qu'ils peuvent supporter derrière toute l'autorité que vous allez pouvoir poser. Ils ont eu ça. Ça va. Alors pourquoi les 20 minutes? Tout simplement parce que 20 minutes, c'est le calcul qu'ont fait les Québécois sur 20 minutes, c'est à peu près la dose dont les enfants ont besoin à minima quotidiennement d'attention et de disponibilité totale. Normalement. Alors, vous avez raison, parce que chez les Québécois, c'est par enfant. Moi, je dis déjà, si en France, on peut l'adapter pour 3 enfants, par exemple, c'est pas mal. Voilà. Si on a loupé petit, on peut rattraper à l'adolescence, hein, parce que ça marche. Ouais, mais ça va plus être sur quel âge elle a? 16 ans. 16 ans. Ça va plus être sur un samedi après-midi, si tu veux, ou un samedi matin. Oui, plus des demi-journées. Oui, parce que 20 minutes, elle va trouver ça bizarre. Pendant 20 minutes, je suis disponible. Voilà. Mais c'est d'aller se balader à la Baule ou au bord de la mer ou d'aller au ciné. Mais ce n'est pas vous qui proposez, c'est elle qui... Mais voilà. Alors après, il ne s'agit pas de faire chauffer la carte bleue. C'est juste, si tu veux, on peut aller voir dans les magasins. On peut faire ce que tu veux. C'est toi qui décides. Si on prend le magasin, c'est pas forcément de lui raconter qu'il y a enfin, je vais prendre un écureuil, mais c'est pas forcément de lui raconter un truc. Ça va être plus de l'associer. Ça va être plus de lui dire, on a besoin de nouilles. Ça serait bien si on trouvait un paquet de nouilles. Voilà. En fait, de changer de sujet et d'avoir un autre pôle d'attraction qui va faire que l'enfant va oublier le truc d'avant pour lequel il n'était pas d'accord et passer à autre chose. Mais pour ça, il faut aussi éviter de rentrer dans le magasin en disant à l'enfant « Alors, surtout, tu n'auras pas de bonbons. Tu m'entends, tu n'auras pas de bonbons. » Mais en même temps, je lui ai dit, c'est-à-dire que là, dès le départ, je lui ai dit « Tu m'entends, tu auras des bonbons. » Donc il rentre dans le magasin, alors qu'avant il n'y avait peut-être pas pensé d'ailleurs, mais comme le parent lui a dit, il rentre dans le magasin avec l'idée que de toute façon, il sortira avec un paquet de bonbons. Ça devient son objectif. C'est comme l'histoire de... Il y en a peut-être qui ont des... Il y a des enseignants parmi vous? Bon, alors ça va. Non. Il y en a peut-être qui ont des enfants qui ont quelques petites difficultés de comportement à l'école. Vous savez, c'est cet enfant où la maîtresse vient constamment vous voir en vous disant bon, comment s'appelle votre enfant? Un prénom? Rose. Bon, alors, Rose, elle est mignonne, Rose, elle est gentille, mais... elle bouge beaucoup, hein. Voilà. Donc, et puis elle n'écoute pas tout, et puis la liste peut être très longue. Et en voulant bien faire, j'ai pas votre prénom. Laura, en voulant bien faire, au volant de la voiture, le matin, en emmenant Rose à l'école, elle dit à Rose, Rose, aujourd'hui, tu écoutes bien, hein, tu vas être gentille avec la maîtresse. Tu ne fais pas de bêtises, tu ne pousses pas les autres enfants, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Elle lui a donné toute sa feuille de route pour la journée. Tout. Alors que Laura, elle pourra tout simplement dire à Rose au volant de sa voiture le matin, je te souhaite une belle journée, à ce soir. Ça changerait tout. Il faut faire attention à ce qu'on renvoie aux enfants en termes de messages. On peut leur envoyer des messages où le soir, la maîtresse, quand Laura va récupérer Rose le soir à l'école, la maîtresse va lui dire « Alors, elle a poussé les enfants, elle a fait ci. » Et Laura, elle va se dire « Mais ce matin, je lui ai dit. » Bah oui, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit « Ça parle bien à Laura. » Elle se dit « Ah oui, je vais arrêter. » Voilà. Juste, je te souhaite une belle journée.
Et vous conseillez quoi comme réaction dans ces cas-là devant la maîtresse? Alors, c'est là. L'éducation nationale, doit-on parler? Non, c'est... Non, il y a d'excellents enseignants. D'excellents enseignants. Il y en a d'autres. Il me faut 4 couleurs. En fait, il y a un petit bonhomme. Vous ne pouviez pas partir d'ici sans avoir le petit bonhomme CNV. Le petit bonhomme CNV, certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est la communication non violente. La communication non violente, c'est un monsieur qui s'appelle Marshall Rosenberg. Et Marshall Rosenberg, il part du principe qu'on peut tout dire à un enfant, tout dépend comment on le dit. Et qu'on peut tout dire aussi à un adulte, qu'on peut tout dire à ses collègues, qu'on peut tout dire à tout le monde. Tout dépend comment on le dit. Et il a fait, pour nous aider, parce qu'il est gentil, Marshall, eh ben, il nous a fait ce qu'on appelle le petit bonhomme CNV. Alors, Marshall, il n'avait pas mis un nez et un sourire. Il a mis que 2 yeux, mais moi, j'arrive pas. Je mets un nez et un sourire. C'est pareil, Marshall, il n'a pas mis de nombril. Mais moi, j'arrive pas. Donc, je mets un nombril aussi. En fait, quand on veut passer des messages aux enfants ou aux adultes, pour être dans une communication bienveillante, on va partir du principe suivant. Alors ça, c'est facile. Hein. Comme ça. Moi, ça fait des années que je pratique la communication non violente. Donc évidemment que ce que je vais vous dire, ça paraît fluide. On se dit, bah oui, facile de le dire comme ça. Mais j'ai mis des années avant de parler comme ça. Et puis même quand on parle communication non violente, de temps en temps, on peut dire à son enfant, tais-toi. Oui, on n'est pas obligé d'être parfait tout le temps. N'empêche qu'on va commencer par « je ». Je, c'est moi qui parle. Éventuellement, si on s'est mis d'accord entre parents, on peut dire « nous ». Mais le « je » est important. Les faits. Est-ce qu'il y a une parmi vous ou un parmi vous qui a un de ses enfants qui a fait un truc pas très cool ces derniers temps? Allez-y. Racontez-nous, racontez-nous. Comme ça va faire un cas concret. Celui qui vous a le plus agacé. Il s'est battu dans la cour de récré. D'accord, ok. Donc les faits. Comment il s'appelle? Ethan. Ethan, d'accord. Donc je suppose que le soir, vous l'avez récupéré avec la maîtresse qui vous avait dit. Vous avez des notes? Non, vous pourrez, en plus, c'est bien, c'est filmé, vous pourrez le réécouter. Je pourrais même envoyer à son père comme ça. C'est ça. Donc les faits. Donc Ethan, j'ai bien entendu ce que le maître a dit aujourd'hui. J'ai bien entendu que tu t'étais battu avec tel enfant. C'est pas la première fois. Ça fait 3 fois depuis le mois de janvier que le maître m'en parle. Ça fait 3 fois qu'il me demande de venir. Ça fait 3 fois qu'il me dit ce qui se passe et qu'il en a assez. Vos émotions, mes émotions, les miennes. Ethan, ça me semblait important de revenir là-dessus parce que ce qui se passe là, ça m'agace. J'en peux plus. Ça m'agace parce qu'à chaque fois que je vais te chercher à l'école, j'arrive en me disant c'est chouette, je vais retrouver mon petit garçon, on va passer un super moment. Je mets les pieds dans la cour de l'école et pof, j'apprends une nouvelle comme celle-là. Donc ça m'agace. Ça m'agace parce que je sais pertinemment que tu peux te comporter complètement différemment. Ça me déçoit aussi. Alors, ce n'est pas lui qui vous déçoit, ça me déçoit. Ça me déçoit parce que je me dis qu'on en parle régulièrement, que j'ai essayé de t'expliquer en quoi c'était
C'était interdit comme ça de se battre dans les cours de l'école. Et j'ai l'impression que j'arrive pas à te passer le message. Et ça me rend triste. Ça me rend triste parce que j'ai pas envie à un moment de récupérer mon petit garçon avec un œil au beurre noir, par exemple. J'ai pas envie qu'on m'appelle avec que le maître me dise bah en fait Ethan il s'est cassé la figure ou il a cassé la figure de quelqu'un et c'est grave cette fois. Voilà, ils se sont tapés et c'est grave. Donc ça me rend triste. Et mes besoins, les vôtres. Moi, tu sais, Ethan, j'ai besoin de plusieurs choses. D'abord, j'ai besoin de te récupérer le soir en bon état. La deuxième chose, c'est que j'ai besoin de te faire totalement confiance. En fait, j'ai besoin de faire confiance dans les gens que j'aime. Alors que ça soit toi, il y a plusieurs enfants, vous avez plusieurs enfants. Donc que ça soit toi, ou que ça soit papy, mamie, ou que ça soit d'autres personnes que j'aime, eh ben moi, j'ai besoin d'avoir confiance dans les personnes. Et j'ai besoin aussi de pouvoir te retrouver le soir et de passer un super bon moment avec toi. J'ai besoin de ça. Et ce que j'attends, Ethan, mes attentes. Ce que j'attends, Ethan, c'est que quand tu as très 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 envie de te bagarrer, tu puisses toi trouver la solution, parce que je sais que tu as toutes les capacités, toutes les solutions en toi, que tu puisses trouver la solution pour aller faire autre chose, pour aller taper dans un ballon, pour aller voir le maître et lui dire « Ouh, ça m'agace ce qui se passe », mais que toi tu trouves les solutions. Et moi ce que j'attends en tout cas, c'est de pouvoir récupérer mon fiston le soir et qu'on passe un super bon moment. Ça fonctionne très très bien. On peut tout dire avec ça. Tout. Même les choses les plus désagréables. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, juste pour revenir sur cette histoire d'écureuil, parce que c'est important quand même. Vous pouvez très bien dire à votre belle-mère, belle maman. J'ai entendu à plusieurs reprises que quand on va l'appeler Clara, cette petite fille, quand Clara refuse quelque chose, qu'elle refuse de partir de la plage, j'ai entendu que parfois vous essayez de détourner son attention en lui racontant qu'il y a un écureuil ou des choses comme ça. Alors je voulais vous en parler parce que Suzanne grandit et en fait je me posais la question de est-ce que ça va se passer de la même façon avec Suzanne? Parce que je dois vous dire, en fait, ça m'agace un peu. Ça m'agace un peu parce que je me dis, en fait, moi j'ai juste envie que Suzanne, elle comprenne qu'il y a des choses qui vont s'imposer à elle et que quand on partira de la plage, on partira de la plage. Point. Et que c'est pas voilà. Et en même temps, moi, je trouve aussi ça assez génial, hein, parce que je me dis que des fois, en détournant l'attention, on arrive aussi, voilà. Mais que cette attention, en fait, pour Suzanne, j'aimerais bien que ça soit sur ce qui va se passer après. Voilà, de lui dire, tu sais, quand on va rentrer à la maison, on pourrait peut-être jouer à ça ou à ça. Et comme vous êtes la grand-mère de Suzanne, et que vous êtes quelqu'un d'hyper important pour Suzanne, et que vous êtes aussi quelqu'un de très important pour moi et pour votre mari, moi j'ai besoin d'avoir totalement confiance. Et ce que j'attends, c'est que quand il y a des choses comme ça, on puisse s'en parler. Et on puisse se dire, là en fait, moi je trouve que Suzanne, il suffit juste de lui dire non, et de lui dire, maintenant on rentre. C'est même pas non, hein, c'est maintenant c'est l'heure de rentrer. Le soleil est couché depuis 3 heures. Il est 2 heures du matin. On rentre. Ah. Mais sinon, autrement, ça va créer des tensions avec belle-maman et pas qu'avec belle-maman.
Quand j'étais sur le terrain, il y avait une petite fille. Alors, en tant que professionnelle, je m'inscris dans la logique non interventionniste. J'ai une petite phrase que j'ose dire devant les caméras. Je dis toujours, tant qu'il n'y a pas de sang, j'interviens pas. Et pour ma part, j'intervenais pas quand il y avait du sang parce que j'ai peur du sang. Non, non mais c'est vrai en plus. Non, mais il y a plein de fois où, en fait, il faut faire attention quand on intervient. Je vais vous faire un nouveau petit schéma. Il y a un monsieur qui s'appelle Cartman. C'est pas un super-héros. Hein. C'est juste un monsieur qui a inventé un triangle. Votre petit garçon, en fait, il est considéré aujourd'hui comme une victime. Sa maman, qui est sa maman, se positionne comme un sauveur. Ce petit garçon, l'autre petit garçon, il se positionne comme un persécuteur. Alors moi, pour ma part, ça m'a pourri la vie quand j'ai vu ce triangle-là, parce que le formateur qui me l'a présenté essayait de me faire croire qu'il fallait de toute façon dans la vie être toujours dans ces espèces de relations, notamment quand on est en conflit avec quelqu'un, on est soit victime, soit sauveur, soit persécuteur. Alors pour tout vous dire, j'ai eu une éducation, merci papa, merci maman, un petit peu particulière, très ancrée sur la responsabilisation, l'autonomie et la responsabilisation. Je soupçonne mon père d'avoir fait des études au Canada, mais voilà. N'empêche qu'il y avait certainement aussi un bon sens paysan. Je vais vous prendre quelques petits exemples. Quand je pleurais, par exemple, ouais, j'ai beaucoup pleuré quand j'étais petite, mais en fait, je me servais des pleurs pour obtenir ce que je voulais. Sauf qu'avec papa, ça ne fonctionnait pas. Il faut m'imaginer, j'étais petite, menue, blonde, avec des yeux clairs. Ça joue. Parce que quand on est blonde avec des yeux clairs, d'abord, moi, j'ai toujours eu des copines brunes, parce que quand il y avait quelqu'un à se faire fâcher, c'était la brune. Non, mais ça, seules les blondes peuvent comprendre ça. Donc j'ai beaucoup joué sur ça. Donc quand je me faisais piquer une poupée par mes cousins, je venais voir papa en faisant « il m'a piqué ma poupée ». Et mon père, invariablement, me disait « bah, je comprends, hein. C'est embêtant pour toi. Hein. Maintenant, tu as deux choix. Soit tu restes avec moi, soit tu vas récupérer ta poupée ». Mais jamais il ne venait pour régler le compte aux autres enfants. Jamais. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Et tant mieux. Alors après, pour tout vous dire, mon père, par exemple, un jour, j'ai voulu faire un jardin. Oui, parce qu'il faisait un jardin et je voulais être avec lui. Donc j'ai voulu avoir un petit lopin de terre. Donc il m'a bêché un petit mètre carré dans son jardin, en plein milieu du jardin. Il m'a donné des plants, il m'a donné des graines et ensuite il m'a laissé faire. J'avais à peu près 7 ans. J'ai planté les plants de tomates, j'ai semé les graines et après j'ai joué avec l'eau, mais pas au niveau des plantes, à côté. Parce que moi ce qui m'intéressait en fait c'était de jouer avec de la bouillasse. Donc on ne peut pas bouillasser avec le plant de tomate. Donc le jardin de papa, les tomates elles ont poussé, il y avait des tomates. Moi, elles ont crevé. J'ai pleuré encore une fois. Je vous assure, maintenant, ça va mieux, je pleure moins. Mon père m'a expliqué, hein, il m'a dit, bah, t'as voulu faire un jardin. Bah, faire un jardin, c'est semer, planter, arroser, prendre soin. Et c'est comme ça que les plantes, elles poussent. J'ai arrêté de faire du jardinage. Mais voilà, mais en fait, je me suis ancrée là-dedans, dans de la responsabilisation. Donc le statut de victime, en fait, je ne le connais pas. Et en plus, je ne le reconnais pas aux autres. Donc quand j'étais sur le terrain, je ne me positionnais jamais en sauveur. Parce que j'ai un monsieur ensuite qui m'a dit, il n'y a de victime que s'il y a un sauveur et s'il y a un persécuteur. Si on fait disparaître le sauveur, par exemple,
Il n'y aura plus de victimes. Donc vous allez pouvoir lui raconter une petite anecdote, c'est quand j'étais sur le terrain, il y avait une petite fille qui se faisait chipper son doudou. Je disparais à nouveau de l'écran. Elle se faisait chipper son doudou par un autre enfant, toujours le même. Et elle passait beaucoup de temps à chouiner et à se positionner. Alors voilà, elle jouait le jeu, sauf qu'elle n'a pas eu de peau, pauvre enfant. Elle est tombée sur une équipe, donc mes collègues et moi, on n'était ni là-dedans, ni là-dedans. Et donc quand elle venait nous voir et qu'elle chouinait après avoir essayé de récupérer son doudou, on lui disait, je comprends, c'est ton doudou, il est à toi. Maintenant, c'est à toi d'aller le récupérer. On a tenu des semaines. Ça a duré des semaines. Puis un jour, elle est arrivée, il lui a chippé son doudou. Elle a récupéré son doudou. En fait, il n'a pas pu lui chipper parce qu'elle a tiré de son côté. Elle est venue me le mettre sur les genoux et elle a fait ça. Je ne vais pas aller vous crier dessus. Elle a fait ça. Non, je vais aller crier de ce côté. Elle est allée vers l'autre enfant et elle a fait « Non !» Ça a été fini. Et bien ce jour-là, je vous assure, nous, avec mes collègues, si on avait eu du champagne et si on avait été autorisé à boire de l'alcool sur notre terrain, sur notre lieu de travail, on aurait débouché le champagne. Parce qu'on s'est dit, c'est bon quoi. On lui a apporté le truc le plus important de toute sa vie, ou presque. Parce que ses parents lui ont apporté quand même quelques petites choses. Faut pas minimiser le rôle des parents quand même. Mais on s'est dit que derrière, ça allait être facile pour elle, puisqu'elle était maintenant en capacité de se positionner en disant à l'autre « Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais ». Et bien, si je ne la laisse pas faire ça, cet enfant, si je ne l'accompagne pas, après, on était là, on était présente, on l'accompagnait par la parole, mais on n'a jamais fait à sa place. Et bien, si on ne l'avait pas fait, on aurait passé 3 ans à aller récupérer le doudou à sa place. Et pendant 3 ans, on n'aurait réglé aucun problème. Moi, dans l'idée, je dis à ma fille, non, on ne tape pas un enfant. C'est interdit. Si ma fille pique un doudou, je vais lui dire, non, on ne prend pas le doudou de l'autre, c'est son doudou, c'est voilà. Du coup, je ne sais pas. Alors déjà, si je peux me permettre, je ne vais pas lui dire, on ne tape pas. Parce qu'en fait, elle n'entend pas encore la négation, votre fille. Okay. Par contre, je peux lui dire, c'est strictement interdit. Okay. Le doudou, c'est une propriété privée. Ça appartient à tel enfant. Personne n'a le droit de toucher le doudou, de prendre le doudou à un autre enfant. Elle a un doudou ? Et bien vous lui dites, qu'est-ce que toi, ça te ferait si quelqu'un venait te prendre ? Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien là, Ça veut juste dire qu'on ne fait pas à la place. Oui. Je ne fais pas à la place. Ça ne veut pas dire non plus que je ne peux rien dire à cet enfant-là. Je peux lui dire, hé, stop ! Ça, c'est strictement interdit. Mais je ne vais pas aller prendre le doudou. Vous savez, c'est comme quand 2 enfants jouent. Il y en a un qui a pris... Il y avait un enfant qui avait une poupée. Vous voyez bien, vous visualisez bien. Il y a l'autre enfant qui arrive, qui, hop là, lui attrape la poupée et se part en courant. Ouais, mais en regardant derrière, savoir si elle le suit quand même, parce que c'est plus marrant. Non, c'est pas drôle autrement. Il y a toujours des adultes pour intervenir à ce moment-là et pour dire c'était Rose qui avait la poupée avant, tu rends la poupée à Rose. Mais c'est pas si simple que ça. Rose, elle n'avait pas forcément la poupée avant, quoi. Et puis c'est de l'interaction, c'est de la communication. Et c'est comme ça qu'ils vont construire l'interaction, la communication, la socialisation, la coopération. Enfin, ils vont tout construire. À condition que je regarde, encore une fois, moi je suis pour qu'on s'assoie et qu'on ne bouge pas dans la vie. Voilà.
Ah. Moi, je dis, la vie, c'est on s'assoit, on ne bouge pas. Quand on regarde, en fait, on s'aperçoit que très petits, ils sont en capacité de se débrouiller par eux-mêmes. Enfin, je pense, Catherine, je ne sais pas si tu peux témoigner de ça, mais au multi-accueil, vous mettez ça en place depuis quelques années maintenant, je pense, et vous vous apercevez qu'en fait, les adultes ont quasiment plus à intervenir. Ça saigne pas trop. Non, ça saigne pas. Voilà. Mais... Oui, c'est ça. En fait, c'est tout le problème, c'est qu'elles sont une... C'est ça. Non, mais je pense que votre petit garçon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Il y a un moment... et puis après, c'est... vous connaissez l'effet poète-poète ? Comment ça ? Vous n'avez jamais lu un bouquin sur l'effet poète-poète ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on ne développe pas l'effet poète-poète. Alors, c'est très en lien avec la posture d'autorité. J'ai des amis qui me demandent des droits d'auteur, parce que des fois, je raconte des trucs sur des anecdotes que je vois avec eux, et ils me disent, ouais, mais un de ces jours, on va te faire payer. Tu es payé pour raconter des choses sur nous, donc nous, on va te faire payer. J'ai donc des amis qui ont, donc Aurélie et Laurent, les parents, qui ont 2 grands-enfants, Alban, l'aîné, qui a maintenant 22 ans, Axel, qui a 19 ans, et ensuite, ils ont eu, quelques années plus tard, ils ont eu Juliette, puis après, ils ont eu Léonie. Mais là, ça concerne Juliette. Et Juliette, elle a aujourd'hui 11 ans. Et quand Juliette avait 18 mois, un jour, ils reviennent dans notre région natale à tous. Je suis du Poitou, pour tout vous dire. Et ils savent, mes amis savent que je fais la part des choses entre mon boulot et quand je suis avec eux. Donc, ils ne me posent quasiment jamais de questions sur l'éducation de leurs enfants. Parce qu'ils savent que de toute façon, je vais leur raconter de grosses bourdes et que voilà, je me dis, je ne suis pas là pour être éduque quand je suis avec eux. Mais cette fois-là, ils me disent, d'habitude, on ne vient pas te poser de questions, mais là, on a une difficulté. Parce que Juliette, qui avait à l'époque 18 mois, les 2 grands n'avaient jamais mordu qui que ce soit. Juliette, 18 mois, première à mordre. Mais eux, ils ne savaient pas comment faire, parce qu'ils n'avaient pas eu à la maison. Donc ils me disent, on a un problème avec Juliette. Alors il faut que vous imaginiez, je vais vous faire un petit plan, parce que c'est assez comique. Donc on était chez la grand-mère de Juliette, donc la mère d'Aurélie. Donc il y a la cuisine qui est comme ça. Ça, c'est la salle à manger. Donc il y a une porte ici. Il y a une porte ici. Il y a une porte ici. Voilà. Donc on peut passer comme ça. Ça, c'est la salle à manger. Ça, c'est la cuisine. Nous étions installés à la table de la cuisine. Juliette était sur les genoux de sa maman. Moi, je devais être là. Et Juliette était là sur les genoux de sa maman. Et la personne qu'elle mordait, c'était Axel, qui était installé ici. C'est la seule qu'elle mordait. C'est déjà ça, elle ne mordait pas non plus tout le monde. C'était la seule qu'elle mordait. Et donc, il commence à m'expliquer qu'elle mord tout le temps Axel. Et là, je vois Juliette. Alors, il faut imaginer Juliette, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau au bébé Cadom. C'est-à-dire qu'elle avait des jolies petites bouclettes châtain blond, des grands yeux bleus, une bouille toute ronde. Donc, c'est une petite fille. Poser l'autorité, c'était extrêmement difficile pour ses parents parce qu'il suffisait qu'elle les regarde avec un grand sourire et ils fondaient de partout. Juliette, elle me regarde à ce moment-là, enfin, quand ils m'ont expliqué, elle me regarde et j'ai vu dans ses yeux qu'elle se disait « Elle est un peu limite, Sylvie, je vais lui montrer. » Donc, elle est descendue des genoux de sa mère. Elle a fait son petit bonhomme de chemin, elle est allée ici. Comme j'étais ici et qu'elle pouvait me voir de là où elle se situait, elle s'est retournée. J'aurais pu l'arrêter à ce moment-là, d'ailleurs. Mais je voulais voir le reste. Elle s'est retournée, elle m'a regardée, un air de dire « tu me regardes, parce qu'il ne faudrait pas quand même que tu perdes
toutes les informations. Donc elle m'a regardée, elle s'est retournée, elle a mordu sa sœur qui était en train de regarder la télé et qui était très absorbée par la télé. Et évidemment, Axel s'est mis à pleurer. Laurent, le papa, était ici. J'ai vu Laurent se lever. J'ai cru que ça allait chauffer pour la petite dernière. Mais pas du tout. Parce que la petite dernière, elle est maline. Elle a fait comme ça. Puis elle est rapide, en plus. Donc le père est arrivé jusque-là. Il a regardé sa fille aînée. Et il a dit à sa fille aînée, « Axel, t'es grande quand même. Tu peux quand même lui dire ?» Et elle est revenue, Juliette est revenue se réinstaller sur les genoux de sa mère. Et sa mère m'a regardée désespérée et elle m'a dit, « Tu vois, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Oh ben je leur ai dit rien. Non, je leur ai dit, c'est l'effet poète-poète. Ouais, ça s'appelle l'effet poète-poète. Alors n'essayez pas de chercher sur Internet l'effet poète-poète, tout ça. C'est mon vocabulaire, hein, l'effet poète-poète. En fait, c'est un effet qui joue sur la répétition, sur une espèce de ce qu'on appelle la circularité. C'est-à-dire que les enfants vont répéter exactement les mêmes choses pour voir s'il y a à chaque fois les mêmes comportements des adultes et les mêmes conséquences. Donc Juliette, elle avait compris une chose. Je mords ma sœur. D'abord, premier effet poète-poète. J'appelle ça l'effet poète-poète. Vous savez, c'est comme sur les jeux, quand on appuie et que ça fait poète-poète. Et bien là, elle allait mordre sa sœur et elle allait vérifier qu'à chaque fois, sa sœur, elle pleurait. Oh, c'est génial, je mords, elle pleure. Oh, je remords, elle pleure encore. Oh, ben, je vais remordre une troisième fois, elle va pleurer à nouveau. Et elle allait vérifier une deuxième chose, c'est que ses deux parents l'aimaient plus que tout. Ben oui, parce que plutôt que de lui dire « Juliette, ça c'est strictement interdit », non, ils allaient se fâcher après la grande. Mais ça veut dire, enfin, pour un enfant, c'est hyper important. Ça veut dire que mon papa et ma maman m'aiment beaucoup plus que la grande sœur. Waouh! Je vais refaire pour voir si ça dure. Je leur ai raconté ça, ils m'ont dit oui, mais maintenant quand tu nous as dit ça, on fait quoi? Ah ben vous remontez un tout petit peu les bretelles à Juliette en lui disant que c'est strictement interdit. Et puis, si vous me permettez, je vais aller voir Axel. Donc je suis allée voir Axel et je lui ai dit à Axel, je lui ai dit, tu sais, la seule qui peut arrêter Juliette, c'est toi. C'est toi qui vas lui dire non. Ça suffit maintenant. 1 heure a passé, puis on boit beaucoup de thé, et on mange beaucoup de gâteaux, et on parle beaucoup quand on se voit. Donc on était toujours à table. Juliette était revenue sur les genoux de sa mère, et je l'ai vue à un moment qui me regardait intensément. Je me suis dit, tu vas voir la cocotte, elle va aller vérifier. En fait, dans ses yeux, ça faisait, c'est moi le big boss. Tu m'as regardé, c'est pas parce que j'ai 18 mois que c'est toi qui commandes. Donc elle m'a regardée, elle est descendue des genoux de sa mère, elle a pris son petit bonhomme de chemin, elle est allée là. J'ai croisé les doigts sous la table, je me suis dit pourvu qu'ils aient entendu ce que je leur ai raconté. Pourvu qu'ils aillent dans ce sens-là, sinon elle continuera. Axel avait très bien entendu, donc elle lui a mis la main ici, elle l'a tenue à distance et elle lui a dit « c'est interdit ». Bah oui, parce qu'elle avait ouvert la bouche pour la mordre et tout. Laurent avait très bien entendu. Laurent s'est déplacé, est allé voir Juliette et lui a dit « Juliette, ça c'est strictement interdit ». Axel, elle a entièrement raison. Ça a été fini. Elle n'a plus jamais mordu. Ils m'ont jamais offert de cadeau pour ça. J'en suis fort triste. Et ben c'est l'effet poète-poète, c'est-à-dire qu'à un moment, il suffisait juste, cet exemple c'est pour vous dire, il suffit juste de toucher un élément dans cette circularité pour que le comportement de l'autre, mais c'est mon comportement d'abord qui va changer, c'est pas le comportement de l'autre, c'est le mien.
Ma question, c'est, vous parlez de CNV, etc. Je suis une grande admiratrice du concept aussi. Ma question, c'est par rapport à la gestion émotionnelle des enfants. Oui. C'est dans quel cas peut-on vraiment mettre ça en place? C'est-à-dire si l'enfant se roule par terre ou hurle ou pleure et est dans un état de détresse totale, donc comment est-ce qu'on fait? Et c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que ces techniques-là sont aussi liées à un âge? Est-ce que par exemple, je dis n'importe quoi, est-ce que par exemple, tant qu'un enfant il n'a pas 3 ans, on ne peut pas mettre en place la CNV ou est-ce qu'il y a des repères comme ça? Non, vous pouvez la mettre. En fait, la CNV, vous pouvez la pratiquer avec des enfants qui ont 1 jour, 1 heure. Bah, vous allez moins dire de choses, quoi. Enfin, ça va être plus court. Mais vous pouvez la pratiquer, c'est-à-dire que par exemple, on va imaginer. Alors je dérape un peu, mais c'est tant pis parce qu'il est 10 heures passées, alors j'ai le droit de déraper maintenant. On va imaginer. Pendant ma grossesse, j'ai mon grand-père qui est décédé. Ça m'a rendue fort, fort triste. J'ai beaucoup pleuré. Ah oui, ça m'a rendue fort triste. Sauf que j'ai beaucoup pleuré. J'étais au 8e, au 9e mois de grossesse. Enfin, et mon bébé, il a ressenti ma tristesse, en fait. Et bien, à la naissance, je vais lui raconter. À la naissance, je vais dire à ce bébé, je vais lui dire, pendant que tu étais dans mon ventre, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Parce que mon papy est décédé. Il était très, 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 très malade et il est mort. Et ça m'a fait une énorme tristesse. Ah, ça m'a fait vraiment beaucoup pleurer, cette histoire-là. Et en même temps, j'étais tellement heureuse que tu naisses. Et j'avais besoin de te le dire parce que j'ai besoin que tu saches que j'avais très envie de rire, d'avoir le sourire par rapport à ta naissance. Et j'avais besoin aussi que ma peine, elle puisse s'exprimer par rapport à mon papy. Et ce que j'attends, c'est que de pouvoir te le dire et que je vois que tu écoutes. Je vois que tu écoutes et ce que j'attends, c'est si à un moment, quand tu seras plus grand, tu as besoin qu'on en reparle, eh ben on en reparlera. Eh bien, ça marche à la naissance. Ça marche très bien quand les gens sont très grands. Ça marche très bien à tous les âges de la vie, en fait. Alors, je vais vous prendre l'exemple par rapport à... J'ai travaillé en foyer de l'enfance, donc avec des enfants placés, qui exprimaient fortement leurs émotions, c'est-à-dire que il y avait des moments où... alors, on nomme ça colère, mais ça pouvait être de la détresse. Enfin, voilà, d'un seul coup, ça partait et on ne savait pas forcément. Donc nous, on ne mettait pas de mots, parce qu'on ne savait pas si c'était de la colère, si c'était de la détresse, si c'était de la peine, si c'était... Donc ce n'était pas à nous de mettre des mots dessus. On pouvait lui proposer et c'est lui qui disposait. Alors c'était des enfants entre 2 ans et 6 ans, hein. C'était des petits. Et quand ils partaient comme ça, la seule chose qu'on faisait, enfin les seules choses qu'on faisait, c'était s'asseoir à côté d'eux, laisser faire, juste pour les protéger eux et puis protéger aussi l'environnement, hein, protéger les autres enfants, mais sans les toucher, sans leur parler non plus. Nous ne leur parlions pas. Parce que si c'est de la colère, je ne sais pas si certaines d'entre vous se mettent en colère de temps en temps, ou certains d'entre vous. Mais perso, si je suis en colère et qu'il y a quelqu'un qui vient me parler à ce moment-là, il y a de grandes chances que ça augmente ma colère, que ça m'agace. Surtout si on me dit « calme-toi ». Vous savez, au moment où vous êtes en colère, il y a quelqu'un qui vous dit « calme-toi ». Vous avez envie de le coller contre un mur en lui disant « fiche-moi la paix, j'ai besoin d'exprimer quelque chose ». Donc nous, on laissait s'exprimer et à la fin seulement, on les prenait dans les bras et on les berçait. En fait, ce n'est qu'à la fin qu'on les contenait, qu'on les berçait, et ce n'est qu'après qu'on leur parlait. Donc un enfant de n'importe quel âge peut réussir à redescendre et à... Ouais. Ouais.
Mais après, il faut savoir que dans notre... alors je finirai peut-être par ça, mais c'est important de s'intéresser aux neurosciences. Pas pour uniquement aller vers les neurosciences, mais parce que les neurosciences, en fait, sont importantes pour nous aider à comprendre qu'il y a des choses qui se font au niveau des substances qu'on sécrète dans notre cerveau, dans notre corps. Si vous, par exemple, vous avez du stress, vous allez sécréter l'hormone du stress qui s'appelle le cortisol. Il faut faire gaffe avec le cortisol parce que ça détruit... voilà, il peut y avoir des atteintes au niveau des organes. Mais surtout, c'est que le cortisol, on le diffuse. C'est-à-dire que si je suis stressée, si j'étais arrivée ce soir très stressée, je vous aurais stressé. Bon, c'est assez rare que je sois stressée, il faut que je vous le dise, mais voilà. Mais il y a de grandes chances que je vous ai transmis ce stress-là. Tout simplement parce que mon cortisol, en fait, se serait diffusé dans cette salle-là et vous auriez vous-même commencé à produire du cortisol. Donc c'est pour ça qu'en même temps, il faut savoir quitter la salle, par exemple, quand on a quitté la pièce, quand on a un enfant qui se roule par terre ou qui a besoin d'exprimer une grosse colère et où ça génère chez nous de l'agacement ou du stress, il faut savoir quitter la salle, aller prendre l'air, revenir. Parce que autrement, ou passer dans la salle d'à côté, ou je ne sais quoi, mais respirer déjà, c'est hyper important de respirer. Quelque chose qui fait baisser aussi le cortisol, c'est chanter, donc vous pouvez vous mettre à chanter. Mais ça va faire baisser le cortisol. Et il faut surtout le faire très rapidement parce qu'autrement, ça va nous envahir ce cortisol-là. Donc ça, c'est super important de se dire, il y a un moment où je ne me fais surtout pas envahir par le stress parce que mon stress, l'enfant va l'absorber, puis les enfants, au niveau des émotions, au niveau des substances qu'on peut produire, eux, ils le ressentent à la vitesse grand V, ce sont des éponges. Et donc, des fois, c'est nous qui provoquons ce qu'on ne voudrait pas provoquer, en fait. Voilà, c'est nous qui provoquons. Et puis, alors, la deuxième chose, c'est que il y a des fois, il faut avoir des discours très courts au niveau des enfants. C'est-à-dire que quand je veux arrêter un enfant, quand je veux stopper un enfant, je ne vais pas lui faire un énorme discours. Il suffit juste que... Alors moi, j'avais une technique. On va imaginer que ma fille s'appelle Rose, puisque c'est mon nom de famille. Eh bien, il aurait suffi que je dise Rose c'est stop maintenant. Ouais, parce que quand vous mettez le nom de famille derrière le prénom, l'enfant sait que là, il a passé un cap. Voilà. Il sait que là, c'est sérieux. Donc ça lui signifie que c'est stop. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il vaut mieux dire juste stop plutôt que d'expliquer à un enfant qui sait déjà, qui connaît d'ailleurs la règle parce qu'on lui a expliqué un certain nombre de fois, parce que stop, ça va l'arrêter. Et ça, les neurosciences, en fait, il faut que le message soit le plus court possible pour que le cerveau de l'enfant l'intègre. Donc, ce n'est pas la peine de lui dire stop, ça suffit, t'arrêtes maintenant, j'en ai marre, machin. Non, stop, c'est tout. J'ai une situation avec ma fille, qui est, elle, pour le coup, brune et mes garçons blonds aux yeux bleus. Voilà. Du coup, l'autre jour, elle était en colère, je ne sais plus la raison de sa colère, et il s'avérait qu'elle avait un de ses frères à côté d'elle et elle a tapé un de ses frères. Donc je l'ai stoppée et je l'ai mise dans sa chambre. Donc 4 ans. Ouais. Et donc moi je sentais aussi ma colère qui montait. Donc je l'ai isolée dans sa chambre pour qu'elle se calme en fait. Donc ça n'a pas eu trop l'effet escompté. Donc après je suis retournée la voir, une fois que moi ma colère était passée. Et elle me disait oui, j'ai pas fait exprès. Alors je lui dis bah si, c'est toi qui contrôles tes bras, tes mains. Ah oui. Un jour, je reviendrai peut-être vous voir pour vous parler d'un truc qui s'appelle le VACOG.
Et si, alors vous ne l'avez peut-être pas repéré parce que vous ne connaissez peut-être pas, mais en fait, moi j'ai un canal dominant kinesthésique très important. Mais j'ai ça dans les mains, quasiment tout le temps. Je bouge. C'est pour ça, quand je suis arrivée tout à l'heure, ça m'a fait peur parce qu'il y avait 2 tables, il y avait une chaise. Je me suis dit, oh là là, il va falloir que je reste assise. Ah, l'angoisse. Enfin non, j'ai dit au monsieur, là, je lui ai dit non, 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 on va enlever les chaises, on va enlever les tables et je vais bouger. Sinon, ça ne va pas le faire. Quand on a 4 ans et qu'on a un canal dominant kinesthésique, on a un besoin irrépressible de bouger. Elle bouge tout le temps, votre fille? Ouais. Et on ne contrôle pas toujours ses mouvements. Et en plus, quand on a un canal dominant kinesthésique, on a un truc un peu particulier qui s'appelle l'hyper-émotivité et l'hypersensibilité. C'est-à-dire que ce que les autres arrivent à gérer comme des émotions, c'est pour ça que moi je pleurais tout le temps quand j'étais petite, mais je riais beaucoup aussi, c'est que nos émotions sont plus exacerbées que les autres. Et donc, votre petite fille, elle a un sens aigu à 4 ans de l'injustice. C'est moche, hein. Mais si son frère lui fait un truc, enfin si ses frères font un truc qu'elle considère comme injuste, ça va être plus fort qu'elle. Mais en fait, c'est pas vraiment elle. C'est son corps. Et ça se calme ça avec Non. Non. Parce qu'un enfant comme ça, il reste comme ça. Non, mais après, on tape plus les gens. Hein. Mais je vais vous prendre, parce qu'on pourrait continuer là-dessus, mais je vais vous prendre un tout petit exemple qui me concerne. Par temps de Covid, il est interdit dans les boutiques, alors je vais mettre derrière, il est interdit dans les boutiques de toucher. Donc, moi j'ai un canal dominant kinesthésique très fort. Donc je rentre dans les boutiques avec mes mains dans mes poches. Comme je suis intelligente, dans ma tête, ça fait pas toucher Sylvie, pas toucher, pas toucher Sylvie, pas toucher, pas toucher. Non, voilà, je me dis, c'est important de ne pas toucher. Sauf que l'autre fois, je suis allée chez une de mes amies en week-end, qu'on aime bien aller faire les boutiques, et qu'elle m'a dit « Oh tiens, on va aller faire les boutiques ». Alors moi, depuis qu'il y a le Covid, je vais très peu dans les boutiques parce que pas toucher, pas toucher. Mais là, je me suis dit « Allez, vas-y ». Et on est rentré dans une boutique de décoration avec des coussins en moumoute. Ça, c'est le pire pour quelqu'un qui a un canal dominant kinesthésique. C'est impossible. Donc, je suis rentrée en me disant, tu laisses bien tes mains dans tes poches, tu ne touches à rien. Et puis d'un seul coup, j'ai vu le monsieur, le vendeur, qui me regardait d'un œil très désagréable. Il y avait, je vous assure, il y avait des petites pancartes partout, ne pas toucher. Mais il y en avait partout. Je l'ai vu, j'ai vu le monsieur qui me regardait, l'air sévère. Je me suis dit, j'ai 55 ans, hein. Je me suis dit, t'as fait une connerie, Sylvie. Il y avait un coussin qui était tellement doux. J'ai remis ma main dans ma poche, je suis sortie. Je me suis dit, t'as 2 choix. Tu vas le voir et tu lui dis, voilà, j'ai un canal dominant kinesthésique, je vous fais un petit schéma rapide, là, le VACOG, machin. Je vais vous expliquer pourquoi il y a des gens qui touchent à tout dans vos magasins et qui ne voient pas du tout vos petites pancartes. C'était le week-end. J'ai dit, tu sors, tu fais comme si tu n'avais rien fait. Voilà. Bah, c'est ça, quoi. C'est que... On va partir de ça et que par exemple, alors juste pour conclure là-dessus, si votre petite fille elle a un canal dominant kinesthésique, on va revenir avec, vous buvez du thé ou du café? Les deux. Vous avez une tasse de thé très chaud, très chaude. Vous allez dire à votre petite fille,
Comment elle s'appelle? Lilou. Vous allez lui dire, Lilou, c'est chaud. Je pose ma tasse, c'est chaud. Lilou, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va toucher. Mais elle va toucher. Mais parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Parce que c'est pas qu'elle ne vous croit pas. C'est pas parce que sa maman, elle lui a dit que c'était chaud, que c'est chaud. Donc elle va toucher. Comme si vous lui servez un bol de soupe et que c'est très chaud, elle va manger la soupe très chaude. Elle va se brûler le palais. Elle va avoir des cloques au palais. Tous les soirs. Vous avez des cloques au palais tous les soirs. On a un de nos gars qui est comme ça. Ah oui, mais ça peut être fatigant. Hein. Ils se mettent en danger, ces enfants-là? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que... Alors moi, je me brûle le palais 2 fois par an. Mais c'est parce que j'ai pas... Là-dessus, j'ai pas de mémoire. Enfin, c'est... Voilà, c'est... J'ai une mémoire qui est à court terme là-dessus. Enfin, j'ai de la mémoire, mais c'est... Je vais garder une trace qu'on appelle une trace amnésique que sur un certain temps donné. Donc, pendant 6 mois, je vais regarder la soupe qui fume. Je vais écouter la personne qui me dit que la soupe est chaude. Mais ça va rester 6 mois. Puis 6 mois après, je me rebrûle le palais. Et c'est parce que ça fait des cloques et que ça fait mal que je réenchaîne sur 6 mois à faire attention. Eh bien, c'est pas qu'ils refusent l'autorité, ces enfants-là. C'est juste qu'ils ont un fonctionnement qui est totalement différent et il faut qu'ils tentent des choses. Oui, mais ça peut être dangereux. Enfin, moi, j'ai un cas pas possible chez moi et c'est pas facile à gérer, ces enfants. Mais est-ce qu'il s'est cassé quelque chose? Pas encore, mais on se fait souvent reproche. Mais par exemple, à la neige, il prend une bûche, paf, il la balance. Et ce qui peut se passer autour peut être très grave. Il y a un lac gelé, il ne faut pas s'approcher. On tourne la tête, il est en train d'essayer de boire l'eau du lac. C'est quelque chose. Hein. Ouais. C'est épuisant. Et puis on peut voir que c'est de la... Il y a un moment donné, moi je me disais, mais il fait exprès pour... Non. Non, ce sont des enfants. Alors, quand j'étais petite, dès que j'ai eu les jambes assez longues, j'ai passé tous mes repas comme ça. Mais mes parents ont très vite compris qu'il valait mieux me laisser faire ça. Parce qu'au moins, pendant que je faisais ça, ils étaient tranquilles. Puis après, on va se coucher, parce que... Je pense qu'on est plusieurs. Enfin, Alana aussi, elle est comme ça. Quand on parlait du cadre tout à l'heure, à table, il fallait qu'on l'aide. Je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure. Enfin, c'était compliqué. Et en fait, maintenant, je l'autorise à ne pas rester assise. Voilà, c'est ça. Et elle mange bien, on passe un bon moment, elle parle, elle reste calme. Autorisez-la à d'abord se servir toute seule, à se servir de l'eau, à aller chercher le pain, à faire plein de trucs. Et du coup, on revoit le cadre. De toute façon, il va falloir que vous vous adaptiez au cadre si elle est comme ça, quoi. Oui, mais c'est vrai que les limites qu'on a mis, en fait, il y a des moments, parfois ça... Parce que, par exemple, et puis vraiment, je terminerai là-dessus, si Alana, elle est comme ça, elle ne fera jamais ses devoirs devant un bureau. Jamais. Ou alors, vous allez passer beaucoup de temps à vouloir absolument... Voilà, mais quand elle va grandir, vous allez passer beaucoup de temps à vouloir absolument qu'elle reste derrière un bureau pour faire ses devoirs. Et elle n'imprimera rien. Parce qu'elle, pour apprendre, eh ben, elle va apprendre ses multiplications en tournant dans tous les sens. Oui, mais à l'école, c'est pas possible. Oui, à l'école, Si, parce que l'éducation nationale évolue. Il faut des pauses actives maintenant. On se met à côté de leur bureau, ils font monter 5 minutes. Doucement, mais sûrement. Ah, mais ça évolue, ça vient, doucement, sûrement. Doucement. Ah. Mais elle va être dans le mouvement tout le temps. Parce que ça, elle en aura besoin. Donc laissez-la bouger. Vous avez vu, hein, moi ça me va bien de pouvoir bouger. Puis après, on choisit nos boulots en fonction de ce que l'on est. Elle choisira un travail où elle peut être épanouie. Mais plus vous allez respecter ça quand ils sont petits,
plus vous allez avoir des enfants qui vont être super bien dans leur pompe. Et c'est quand même le principal. On va s'interrompre là, parce qu'autrement on est reparti pour la soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Et au plaisir un jour peut-être de vous revoir. C'est jamais.